Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un point chaud dont nous avons peu parlé sur la chaîne, la mer Noire. Une des nombreuses zones de rivalité et de tension, principalement entre la Russie d'un côté et l'Alliance Atlantique de l'autre, mais aussi entre les nations de ce vaste bassin. Ça va être un exercice assez difficile à synthétiser, mais on va faire au mieux. Et avant de commencer la vidéo dans un cadre plus détendu, nous remercions Conflict of Nations pour sponsoriser cette vidéo. Conflict of Nations c'est un jeu de stratégie en temps réel qui se joue en ligne et qui est accessible gratuitement. Vous choisissez un pays pour le mener dans un contexte de 3ème guerre mondiale. Les parties peuvent accueillir jusqu'à 128 joueurs et s'étendent de quelques jours à plusieurs semaines. Un jeu qui s'axe sur le long terme et qui exige de communiquer entre les joueurs. Déployez vos unités pour contrôler la terre, les airs ou la mer, développez vos technologies, choisissez votre politique, déclarez la guerre ou forgez des alliances. Conflict of Nations est un jeu reconnu pour sa qualité qui sponsorise notre chaîne depuis plus d'1 an et qui a de très bonnes notes sur les stores d'applications. Conflict of Nations est disponible sur PC ou smartphone. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold ainsi qu'un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description. L'offre ne sera valable que pendant 30 jours. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne vidéo. La mer Noire est aussi un espace géographique unique, un carrefour de 436 000 km² entre plusieurs mondes, civilisations et religions, dans lequel se déversent les fleuves les plus connus, le Danube, le Don, le Dniepr, le Dniestre, autant de voies fluviales qui ajoutent de l'importance à cette mer, puisque c'est par la voie fluviale que se déroule le commerce principalement et historiquement. Et surtout, elle communique avec la Méditerranée, et c'est le brin de mer qui permet une liaison entre l'Asie et l'Europe. Les Grecs y ont établi des cités et colonies, les Perses, puis les Romains, les Varegs ensuite, les Russes, les Vénitiens, les Génois, sans oublier les peuples turco-mongols, les Cosaques Zaporogues et bien d'autres. S'il y a une chose qui permet de résumer l'histoire et l'utilité de la mer Noire, c'est le commerce, que ce soit le commerce d'esclaves, la route de la soie, l'ambre, etc., etc. Il y a un point intéressant, comme le souligne Thierry Buron, agrégé d'histoire qui s'intéresse à cette partie du monde, c'est que les nations de la mer Noire sont descendues vers la mer et ont appris à l'apprivoiser. Les Slaves russes, les Bulgares, les Turco-mongols, les Roumains, ce ne sont pas des peuples de marins. Les Ottomans, qui vont dominer la mer Noire à la fin du XVe jusqu'au XVIIIe siècle, sont à la base un peuple de cavaliers. Mais ils vont s'adapter à leur environnement et leur empire, et au courant du XVIIIe siècle, ce sont les Russes qui poussent les Ottomans et se lancent dans l'aventure maritime en mer Noire. L'objectif russe, on en a parlé dans notre vidéo sur les ambitions russes en Méditerranée orientale, c'était de percer sa situation d'enclave terrestre, de rejoindre les mers chaudes du globe via la mer Noire, et pendant longtemps la Russie a eu cette ambition, en totale concurrence avec l'Empire ottoman, de succéder à l'Empire byzantin en gagnant son accès à la mer. L'Empire russe a fondé les ports de Sébastopol ou encore d'Odessa, etc., etc. Aujourd'hui, les côtes de la mer Noire, ça représente 6 États, 2 religions et 3 alphabets. Vous vous doutez bien qu'il y a un peu de géostratégie à observer dans tout ça. Alors on parle souvent de conflits, etc., mais la mer Noire, c'est avant tout aussi une zone de coopération. Les siècles de conflits, les ambitions maritimes des puissances ont mené à la Convention de Montreux, en 1936. Cette convention réglemente le passage du détroit du Bosphore, donc est surtout à l'avantage de la Turquie, qui contrôle le détroit. Donc là c'est du droit tout simplement, donc on reprend les textes. La Convention de Montreux assure la pleine liberté de circulation des navires de commerce dans les détroits, quel que soit leur pavillon, en temps de paix, et en temps de guerre, la libre circulation reste assurée pour les pays avec lesquels la Turquie n'est pas en guerre. Aussi, la libre circulation des navires de guerre et sous-marins des puissances riveraines de la mer Noire, et de tous les petits navires de guerre, quel que soit leur pavillon en temps de paix, sous certaines garanties. Le passage doit être notifié par tous à la Turquie, et le tonnage total des navires de guerre des puissances non riveraines est limité dans la mer Noire, et la durée de leur séjour est de 21 jours. Les sous-marins sont obligés de naviguer en surface 2 jours et isolés, et c'est pour ça, si vous voyez des Américains, Français ou Britanniques, par exemple en mer Noire, pour faire des exercices, ils ne peuvent pas rester plus d'une certaine quantité de jours, et ils ne peuvent envoyer qu'un nombre limité de tonnage, c'est-à-dire de bâtiments.
Et en temps de guerre, tout dépend du statut de la Turquie dans le conflit. Si elle se sent menacée, c'est la partie un peu floue de la convention. À l'époque, en Turquie, on est en pleine période de réforme sous Atatürk, donc théoriquement, la Turquie était en position de non-aligné dans la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, le contexte pourrait être différent, la ligne politique turque a changé et le pays fait maintenant partie de l'OTAN. Donc ça pose la question de quelle convention prévaut sur quel traité. En termes de coopération aussi, lors de la chute de l'URSS, l'Ukraine et la Russie se sont mis d'accord sur le statut du port de Sévastopol, une base navale russe, et celui de la mer d'Azov, partagés en deux. Bien sûr, avec les tensions depuis 2014, tout ça a été remis en question, je vais pas refaire ma vidéo sur l'Ukraine. Aussi, depuis 2007, la Roumanie et la Bulgarie ont intégré l'Union Européenne, et donc la frontière orientale de l'Union Européenne est maintenant en mer Noire. On avait eu en 2006 un forum sur le dialogue et partenariat en mer Noire, mais l'opération n'a pas été prolongée depuis, car la mer Noire est aussi une zone de tension. Et cette zone de tension, pendant la guerre froide, elle était finalement assez simple à comprendre. Le bloc de l'Est contrôlait la majeure partie des pays de la mer Noire, tandis que la Turquie et la Grèce un peu plus loin constituaient les verrous de l'OTAN, qu'ils avaient eux-mêmes intégrés pour contrebalancer la menace communiste. Mais avec l'éclatement de l'URSS, on assiste à une multiplicité des intérêts. Alors le plus simple était celui qui oppose la Russie à l'OTAN, qui comprend maintenant en plus la Roumanie et la Bulgarie, mais les litiges sur les frontières maritimes transcendent aussi les alliances. On a aussi quelques hydrocarbures en mer Noire, je placerai une carte. Par exemple ici on a la contestation de l'espace entre la Roumanie et l'Ukraine, qui a été réglée depuis par la Cour internationale. On avait les revendications des deux pays et finalement le résultat après procès. Mais ce sont toujours des questions qui peuvent revenir sur le devant de la scène, dépendamment de la situation politique. Et bien sûr, les tensions les plus fortes sont avec la Russie. En 1991, la chute de l'URSS lui fait perdre les 3/4 de sa façade maritime. Petit à petit, l'objectif de la Russie, c'est celui de raffermir sa position sur le littoral de la mer Noire. De l'autre côté, celui de l'Alliance Atlantique, l'objectif, c'est bien sûr d'empêcher ce retour de la Russie sur la scène maritime en mer Noire, et par découlement, son extension en Méditerranée. La mer Noire, c'est un des leviers pour influencer la politique russe, tout simplement. Et vous vous doutez bien qu'avec tous ces enjeux, la mer Noire est aussi une zone d'instabilité politique et régionale contemporaine. Vous avez là de nombreux pays qui ont basculé d'un moment à l'autre lors de la chute de l'URSS et qui ont traversé les années 90 dans la misère économique et les crises politiques. Parfois, les pays s'en sortent finalement sans grosse friction en interne dans les années 90, comme la Bulgarie, la Roumanie, mais aussi par exemple l'Ukraine qui parvient à adopter une politique du juste milieu. Mais vous avez aussi des guerres civiles, qu'on retrouve un peu partout dans certains états, ce qu'on nomme tout simplement les conflits post-soviétiques. Dans la région qui nous concerne, c'est surtout la guerre civile moldave qui donnera naissance à la Transnistrie, ou la guerre civile géorgienne qui va affirmer la volonté sécessionniste de l'Abkhazie, des mouvements qui reçoivent déjà dans les années 90 le soutien de la Russie. Car sa logique c'est de peser le plus dans ces espaces qu'elle a perdu du jour au lendemain, et c'est un soutien somme toute relatif, puisqu'à la même époque la Russie a également un tas de ruines, en pleine instabilité politique et à la limite de la guerre civile. Et autour de la mer Noire, plus récemment, vous avez aussi des bouleversements politiques qui ajoutent de la complexité, c'est ce qu'on nomme les révolutions de couleur, qui se déroulent en Géorgie en 2003 et en Ukraine en 2004. Puis en Ukraine ensuite vous avez une nouvelle révolution en 2008, et enfin la dernière en 2014, avec ensuite la crise en Ukraine qu'on connaît actuellement, et il y a aussi le cas de la Géorgie qu'on peut toujours considérer dans une certaine crise politique. L'Ukraine et la Géorgie sont les états les plus politiquement instables de la région pour diverses raisons. Et bien sûr, vous vous doutez bien que cette situation arrange parfaitement la Russie, qui saisit ses opportunités. D'abord en 1992-1994, lors de la sécession de l'Abkhazie en Géorgie, la Russie va de fait récupérer cette portion de territoire côtier, puis en 2014, vous le savez, dans le contexte de la guerre civile en Ukraine, la Russie prend la Crimée. Et la Russie va développer ses bases, militariser ses côtes, développer sa marine, ou plutôt redévelopper sa marine, relier la Crimée par un pont à la Russie, et en l'espace de quelques années, elle va de nouveau bouleverser la carte géopolitique et le rapport de force, en passant d'un statut de puissance mineure de la mer Noire à celui de nouveau leader qu'elle était d'ailleurs historiquement, que ce soit sous la fin de l'Empire russe ou du temps de l'URSS. Mais malgré tout ça, ce n'est pas pour autant que le droit international maritime ne s'applique pas dans cette zone. Car cette zone est avant tout régulée. Et si la mer Noire est un bassin dominé militairement par la Russie, c'est un fait avec sa flotte de la mer Noire et ses actions qu'on a énoncées précédemment, la Russie a retrouvé sa première place de puissance militaire. Mais pour autant, il y a aussi d'autres réalités et subtilités à prendre en compte. Tout d'abord, la Turquie, qui grâce à sa situation géographique a le rôle de régulateur en matière de transit entre la mer Méditerranée et la mer Noire.
Mais la Turquie, c'est aussi la puissance qui possède le plus de zones maritimes. La Turquie est sans doute le pays après la Russie qui a le plus d'intérêt en mer Noire et un grand attachement historique à cette région. Ce n'est pas pour rien si en 1992 a été fondée à Istanbul l'Organisation de coopération économique de la mer Noire, avec pour objectif de favoriser la stabilité politique et les échanges entre les nations de la mer Noire. La Turquie, dans son rôle d'arbitre, essaye d'ailleurs de trouver un équilibre entre sa politique de dialogue avec la Russie et ses intérêts propres. Par exemple, la Turquie dialogue aussi avec la Géorgie, pour laquelle elle est le premier partenaire commercial et elle ne reconnaît pas les territoires séparatistes. Plus récemment, ce sont surtout les relations avec l'Ukraine qui sont importantes. Depuis la crise en 2014, la Turquie a affiché son soutien à l'Ukraine, milite pour la faire rentrer dans l'OTAN et a d'ailleurs vendu des drones Bayraktar TB2, l'Ukraine visant à en acquérir 48 et elle en aurait actuellement une douzaine. On peut y voir différentes raisons à cela. La Turquie cherche à contrebalancer la position de force de la Russie en mer Noire, à l'équilibrer. Elle veut aussi porter le regard russe sur ses périphéries, comme à chaque fois. Et on retrouve aussi des intérêts croisés. La Russie soutient la Syrie, là où la Turquie occupe toujours une portion du territoire au nord et a aussi des intérêts en Syrie. C'est aussi dans le cadre du discours officiel. La Turquie joue sur son héritage ottoman, sur son influence auprès des minorités tatares et des peuples turco-mongols, une stratégie qu'on retrouve jusqu'en Asie centrale, on en avait parlé dans une ancienne vidéo sur le sujet. Et la mer Noire est donc l'une des nombreuses clés sur lesquelles le président turc s'appuie pour favoriser sa vision politique. Et c'est pour ça, si la mer Noire est un bassin russe, en réalité sa puissance est aussi équilibrée par la Turquie, qui compte aussi une marine intermédiaire suffisante pour contrebalancer la flotte russe de la mer Noire. Mais n'oublions pas non plus la Grèce qui occupe davantage les préoccupations de la Turquie que la Russie. Et enfin, j'aimerais finir sur un sujet, on nous pose souvent la question du pourquoi certains navires ou avions vont et viennent taquiner les frontières dans les eaux, alors ça peut être en mer Noire, mais ça peut être aussi par exemple dans l'océan Arctique, etc., etc. Par exemple récemment, la frégate française Auvergne a traversé le Bosphore pour effectuer une patrouille en mer Noire. Alors contrairement à ce que laissent présager les gros titres dans les médias, c'est-à-dire la Russie surveille une frégate française en mer Noire, une frégate sous surveillance, on ressent un peu cette tension, il serait prêt à pulvériser un navire. Eh bien en fait pas du tout, Le but principal de ce genre de manœuvre, c'est tout simplement de s'assurer du respect des conventions internationales en matière de droit maritime, de tester les mesures de défense et de dissuasion des pays, et de compiler du renseignement. En bref, il n'y a rien d'exceptionnel à cela, tous les pays le font, et évidemment quand c'est dans des zones un peu chaudes, comme par exemple l'Arctique, la mer Noire, la Manche ou encore la mer de Chine, eh bien ça fait plus de bruit, voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura appris à comprendre à peu près les enjeux autour de la mer Noire qui s'y déroulent. Dans des prochaines vidéos, on essaiera sans doute d'approfondir cela pour plusieurs pays à la fois, on verra tout ça. En attendant, je vous invite tous à mettre un j'aime, à mettre le commentaire pour soutenir et phagocyter l'algorithme YouTube comme on dit. Tous les liens pour nous supporter sont en description, encore merci à tous et à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu, encore merci au jeu de stratégie Conflict of Nations d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold et un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description, vous soutenez dans le même temps la chaîne. Bon jeu à tous et à la prochaine.